Alors il y a une autre dimension que j'avais totalement oubliée, c'est vrai, mais il faut avouer que je l'ai oubliée et il y a des raisons pour cela. Toujours avec ce groupe de travail, donc Claude Calame, Monderkilani et d'autres, nous avons travaillé sur ce qui paraissait en 1992, c'est 92 surtout, à travers une revue qui s'appelle Communication. Nous avons fait un numéro, je crois que c'est le numéro 58 si mes souvenirs sont bons, sur et puis aussi mon travail avec Jean-Michel Berthelot, sur l'anthropologie comme texte. Alors pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que nous venions des États-Unis, comme une espèce d'effet de boomerang, comme souvent ça arrive entre la France et les USA, une espèce de comète qui envahissait les campus américains à partir des années 87, 88, 89 sur l'anthropologie comme texte, l'ethnologie comme texte. Enfin, ils voudraient nous faire... on a rattaché ça à Clifford Geertz ou Clifford Geertz, je ne sais pas comment on dit. Je lui ai demandé moi-même, il n'a jamais su me répondre. Mais enfin bon, il m'a dit lui-même, non, c'est pas, le textualisme ne vient pas de moi, il vient d'autres chercheurs, américains, tous, mais et c'est pas ça du tout que j'ai voulu dire. Bon. Alors qu'est-ce que c'est? C'est prendre le texte, prendre l'enquête écrite, l'enquête écrite de l'ethnologue, la prendre comme pur texte, c'est-à-dire comme rhétorique, comme effet rhétorique de la langue. Du coup, où les sujets dont on parle seraient passés à la trappe, ou oubliés, ou ils viendraient en deuxième position, ou en troisième. On ne décrit plus tellement les mœurs, les coutumes, ce qu'on doit faire tous quand on est ethnologue, hein, bien entendu. Non. C'est la manière dont on les décrit. Et la manière dont on les décrit, c'est ça qu'on appelle le textualisme, la forme, les formes rhétoriques de la description qui prennent le pas sur le reste. Et on s'est demandé, pas du tout par adhésion, on n'a jamais adhéré à ça, jamais, ni eux ni moi, je parle du groupe, non. Mais on s'est demandé, mais pourquoi? D'où ça vient ça? Pourquoi cette folie d'un coup de se mettre à étudier uniquement la forme comme le texte comme forme? Au fond, le formalisme rhétorique de l'ethnologie. Nous disant, les tenants de cette théorie, nous disant, ben chaque ethnologue, vous avez remarqué, peut très bien étudier exactement la même chose, mais ils ne diront pas la même chose. Ils étudient la même scène, la même type de société, mais ils le diront différemment. À chaque fois différemment. C'est donc que le texte compte. Bon, à la limite, ils vont même jusqu'à dire il est primordial. Alors nous avons voulu étudier cela avec mes collègues, et pourquoi on en était arrivé là, et qu'est-ce que ça voulait dire. On a vite abandonné. Hein. D'abord, à mon avis, c'est un mouvement qui a fait long feu, qui s'est éteint de lui-même. Je ne parle pas de Clifford Geertz une fois de plus, que j'ai interrogé, 2 fois, parce qu'il m'a invité 2 fois à Princeton, et je lui en ai parlé. Il m'a dit non, c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Hein. Pas du tout, du tout. Et c'est vrai, quand on regarde ses travaux, c'est pas du tout un textualiste, absolument pas. C'est quelqu'un qui s'intéresse véritablement aux objets, aux choses, à ce que font et disent les humains. Que ce soit le terrain qu'il a fait au Maroc, ou que ce soit le terrain qu'il a fait en Indonésie. Sur les combats de coqs. Cela dit, entre parenthèses, je reviens en arrière, j'avais oublié dans tous les objets que j'ai étudiés, les combats de coqs. Les combats de coqs, c'est fondamental à la Martinique. Pourquoi? Parce que c'est un rapport direct avec la mort. Avec la mort, direct. C'est-à-dire qu'on va au combat de coq pour voir mourir un coq. Pour voir mourir son coq. Le sien, qu'on a élevé avec amour, et qu'on a élevé comme un enfant qu'on chérit. Et quand il meurt, c'est une tragédie. Donc là, vous voyez la mort en présence, forte, violente, parce qu'avant d'arriver à la mort, il se donne des coups terribles, où il se blesse.
fin de la parenthèse, encore que j'ai tenté de faire une comparaison, je reviens sur l'échec de l'Indonésie, de Bali, oui, de Bali, Indonésie, où il y a beaucoup de combats de coqs. Et j'ai voulu comparer les combats de coqs à Bali avec les combats de coqs à la Martinique. Il y a des points de ressemblance et des points de dissemblance. À la Martinique, c'est vraiment le rapport à la mort qui compte. Pourquoi? Parce que là, pour une fois, on voit la mort visuellement. Il meurt sous les coups d'ergot de l'autre coq. Il meurt et on voit sa mort, on voit sa propre mort à soi. Comme une scène de théâtre. Voilà. C'est le théâtre de la mort, le combat de coq. Et je ferme la parenthèse, c'est ce que j'avais oublié tout à l'heure, ça. J'avais parlé juste de la mort, mais pas de l'exemple même de la mort qui est le combat de coq. Et là, donc je reviens pour finir à cette affaire de textualisme. Ça nous a interpellé à Jean-Michel Berthelot aussi et les autres, puisque j'ai écrit, je crois, 2 textes là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on s'est demandé, mais d'où vient cette folie du texte? Et je crois savoir que c'est une déformation occidentale. C'est l'amour de la littérature et de l'écriture. C'est l'amour de l'écriture et de la littérature, plus exactement. C'est vraiment prendre les autres comme prétexte pour un texte. Les autres dans leur chair, parce qu'on est là pour les décrire, hein, avant tout. Et c'est les prendre comme prétexte d'un textualisme narcissique. Mais on est intéressé d'abord par soi-même, par sa propre écriture. C'est l'écriture de soi. Mais on va utiliser les Indiens, on va utiliser les Amérindiens, on va utiliser les Papous pour cela, parce que ça passera mieux et ça fera plus exotique et ça fera plus authentique. Voilà. Que si c'était directement une écriture de soi par soi, comme fait le romancier, si vous voulez. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, ça y est, on avait compris, hein, le textualisme. C'est tout. Donc, c'est un passage qui n'était pas un passage obligé, mais c'était, comment dire, une crise de plus dans l'histoire de l'anthropologie. Et une crise, là, américaine. Comme il y en a eu d'autres encore après, outre celle qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà, sur les campus américains, à Berkeley, enfin pas tous, hein, parce que je suis allé à Princeton, ils ne sont pas touchés du tout par ça. Pas du tout. Berkeley, oui, 3-4 autres universités, oui, mais pas toutes, loin de là. Donc, certaines choses nous reviennent comme boomerang et pas d'autres. C'est intéressant de savoir pourquoi certaines choses nous reviennent comme boomerang, et boomerang déformé par rapport à ce que, comme il se réclame beaucoup de Foucault et de Derrida et de Bourdieu, ça nous revient mais déformé. Parce que très souvent, ces gens-là n'ont pas du tout, ces philosophes, anthropologues, sociologues, je pense à Bourdieu, n'ont pas du tout écrit cela. Mais ça a été lu comme ça là-bas. Bon, et ça revient, surtout qu'il y avait les traductions, et que les traductions ne sont pas toujours extrêmement fidèles. Et puis qu'après tout, on peut faire dire à une traduction absolument ce qu'on veut. Bon, ça aussi, c'est le métier d'ethnologue qui me l'a appris. Voilà pour la parenthèse textualiste. Y a-t-il d'autres points, peut-être avant de faire une pause? Avant de passer au gros de l'affaire de tout à l'heure, qui sera peut-être alors l'ordre du symbolique, l'ordre de la langue poétique, pourquoi un changement de... C'est pas un changement de paradigme, mais enfin c'est quand même une réorientation. C'est une réorientation. Et voilà, si je voulais savoir si j'en avais épuisé les questions d'ordre ethnographique, pratique. Mais c'est sûr que ce que vous dites sur l'anthropologie en crise permanente éclaire aussi tout le mouvement décolonial. Oui, tout à fait. Donc, qui est, ce n'est qu'un de ces moments d'acmé. C'est un moment violent, mais qui ne fait que, au fond, poursuivre la logique de la crise. Ni plus ni moins. Et qui, à mon avis, hein, je peux évidemment me tromper, en tous les cas pour la France, s'achèvera aussi vite que c'est arrivé. Les moments critiques sont toujours des moments violents, sont des pics, hein, qui durent un peu et qui après s'achèvent. Non pas que la question soit liquidée, pour autant, elle n'est pas liquidée. Le rapport aux autres, qu'ils soient dominés ou dominants, n'est pas du tout un rapport liquidé.
pas du tout. Mais il sera réexaminé par les philosophes, par les historiens, par les anthropologues, par les sociologues, etc. D'abord sur un mode plus apaisé, et puis surtout, il faudra faire le travail archéologique que j'ai moi-même tenté de faire, par exemple, dans Critiques anthropologiques. Une fois ce travail archéologique, d'où ça vient tout cela, il faut aller bien en amont, pour savoir que ça prendra une autre forme, ça s'achèvera sous la forme actuelle, à mon avis. Ça prendra fin sous la forme actuelle, une forme qui est une forme violente, mais qui est une forme de vengeance, finalement. L'histoire n'est faite que de mouvements comme ça, vindicatoires, où on se venge de ce qu'on croit être la domination de l'autre avant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais là, ça s'achèvera, et ça s'achèvera pour que ça prenne une autre forme, non pas, je répète, pour liquider la question, je ne crois pas, mais pour lui donner un autre relief. Voilà, sans doute plus apaisé, plus conceptuel, plus rigoureux, et moins emporté par la haine et le désir de vengeance, je crois, pour revenir à ces effets boomerang dont je parlais tout à l'heure, surtout entre les États-Unis, le Canada parfois aussi, et la France. Il y avait un autre aspect qui était ce que j'ai cru voir dans votre critique de l'anthropologie cognitive. Oui. Je ne sais pas si vous allez en parler un peu après ou... Bon, je vais vous dire. Encore un autre... Voilà, c'est ça. Encore un autre emblème et qui a à mon avis, mais là aussi je peux me tromper, qui s'achèvera. Alors, pourquoi je me suis intéressé au cognitivisme? Parce qu'à un moment donné, en France, il y a 20 ans, entre 20 et 30 ans, certains anthropologues se sont intéressés à la question avec passion, à la question du cognitivisme, c'est-à-dire, pour le dire autrement, à la question de la fermeture psychologique de la connaissance. C'est-à-dire, pour le dire encore autrement, le cognitisme, ce serait, à leurs yeux, que sans l'esprit, nous ne pourrions même pas, sans l'esprit, c'est-à-dire sans la fabrication par l'esprit d'un certain nombre de catégories, on ne pourrait même pas faire du terrain. Bien. Donc ça voudrait dire que les éléments du terrain passeraient, là aussi, comme pour le formalisme du texte, passeraient à la trappe, ou passeraient en second, ou en troisième. Bien. Mais d'abord, la confection parfois même ils vont dire dans le cerveau, la confection dans le cerveau d'un certain nombre de nos catégories qui deviennent des clés, qui deviennent des espèces de concepts opératoires, voilà, concepts opératoires, pour comprendre la réalité. Et quand j'ai vu ces mouvements, donc, qui ont duré 10 ans, enfin en France, ça n'a pas été... En France, ça a duré une vingtaine d'années peut-être, bon, je me suis dit, il va falloir que je comprenne ça mieux, et j'ai écrit un article dans l'Homme, donc, assez gros, qui m'a valu certaines réactions, parfois positives et d'autres moins, pour essayer de comprendre d'où cela nous venait. Et bon, alors pour nous résumer, pour aller vite, je pense que l'apport, je parle uniquement de la discipline, je ne parle pas de la psychologie là, je ne parle pas d'une autre discipline qui serait la philosophie, non, je parle de notre discipline à nous, de l'ethno-anthropologie, quoi. Le cognitivisme a fait long feu, à mon avis a fait long feu. C'est-à-dire qu'il n'aura pas, une fois de plus je peux me tromper, qu'il n'aura pas un grand avenir. Pour de multiples raisons, puis il n'y a pas qu'une, mais pas pour la médiocrité des travaux de certains, non. C'est parce qu'on ne voit pas tellement en quoi le cognitivisme pourrait nous aider à comprendre la réalité culturelle sur laquelle nous travaillons, qui est la plupart du temps d'une très grande complexité. Et que si nous nous contentons d'un certain nombre de catégories et de concepts que nous forgeons, nous, dans notre cerveau, si vous voulez, je vais le dire autrement, je vais le dire de manière beaucoup plus simple que je vais répéter après, cet après-midi. Ce n'est pas à la réalité à se modeler sur le modèle. Ce n'est pas à la réalité à se fixer, à se modeler et à se plier, peut-être que le terme plier est encore meilleur, ce n'est pas à la réalité à se plier au modèle, que le cognitivisme est un modèle. Non, c'est au modèle à se plier à la réalité.
C'est exactement le contraire. Et de ce point de vue-là, je me sentirais beaucoup plus proche de Wittgenstein que des cognitivistes. Donc ça a fait long feu. Au fond, pour nous résumer, il y a eu 3 longs feux, mais ce n'est pas le même long feu. Le structuralisme, d'une certaine manière, a fait long feu. Parce que, malheureusement, je dis malheureusement parce que j'ai une plus grande admiration pour l'œuvre de Lévi-Strauss, il n'a pas eu d'héritier digne de ce nom. Qui est structuraliste aujourd'hui parmi les anthropologues français? Il n'y en a pas. 2, le marxisme, qui a fait florès dans beaucoup de disciplines, en histoire, en sociologie, en philosophie, beaucoup. En France, dans les années 1960, 70, 80, a fait long feu chez nous, en anthropologie, a fait long feu parce que là aussi, on a cru à tort pouvoir plier la réalité complexe, la réalité sociale et culturelle, plier à un modèle préexistant. À un modèle préexistant, qu'on avait déjà confectionné avant même d'aller sur le terrain en Afrique ou en Amazonie. 2, le textualisme. 3, qui a fait long feu d'une certaine manière aussi, et le cognitivisme dont on vient de parler. Ce serait très intéressant, mais là il faudrait une autre vie, pour tenter de faire l'histoire de tout cela, et pour savoir comment et pourquoi on en est arrivé là. Et qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous reste à prospecter? Vers quoi nous allons aujourd'hui nous tourner pour conduire une investigation? Peut-être dans des nouvelles formes ou des nouveaux modèles d'anthropologie. Je n'en sais rien. Hein. Moi, tout à l'heure, on verra, je proposerai quelque chose d'autre. Est-ce que le moment est arrivé pour poser ce genre de questions? Voilà, si vous voulez. C'est tout.